Vladimir Poutine n'avait qu'à accepter. La paix était offerte à la Russie sur un plateau. Bien que Vladimir Poutine n'ait pas voulu déclarer la paix, il pouvait accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Cela aurait au moins mis fin temporairement à l'hémorragie qui a vu la Russie perdre plus de 112 millions de soldats depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine a plusieurs fois rejeté la paix. Et maintenant, les sanctions aériennes de l'Ukraine font payer la Russie en dévastant complètement son économie. Tout aurait pu être différent, comme l'a écrit le Conseil de l'Atlantique le 6 octobre pendant une grande partie de 2025. Le président américain Donald Trump semblait, pour beaucoup, soutenir davantage Poutine que le président ukrainien Zelensky, plutôt que de chercher uniquement la paix en Ukraine. Même lorsque Poutine a intensifié son invasion et a commencé à lancer un nombre record de drones et de missiles à longue portée sur l'Ukraine, Trump a tout de même tenté d'offrir à la Russie des conditions de paix généreuses. Peu importe que l'Ukraine ait accepté ces conditions ou non, Trump tentait d'amener Poutine à négocier, pensant qu'il disait ce qu'il fallait. Le Conseil de l'Atlantique note que le Kremlin soutient souvent un effort de paix mené par Trump, mais avec des réserves. Même en affichant son soutien, Poutine jouait double jeu. Il retardait les discussions, refusait de voir Zelensky, tenait un discours en réunion et agissait différemment sur le terrain. Au cours de l'année 2025, il est devenu de plus en plus évident pour tout le monde, et surtout pour Donald Trump, que ce que Poutine dit et ce qu'il fait réellement sont souvent deux choses très différentes. Poutine a montré qu'il refusait tout compromis. L'Ukraine doit céder des territoires, y compris les régions clés de Donetsk et de Louhansk, affirme Poutine. Il veut aussi que l'Ukraine réduise son armée à une simple coquille de ce qu'elle est actuellement, ce qui ne fera que rendre le pays plus facile à envahir de nouveau par la Russie à l'avenir. Et en ce qui concerne l'OTAN, Poutine reste ferme. L'Ukraine ne doit en aucun cas être autorisée à y adhérer. Un homme qui ne plie jamais n'est pas un homme avec qui l'on peut trouver un compromis. Les exigences de Poutine reviennent à rejeter la paix, et il est maintenant temps d'arrêter de jouer à ces jeux. Le Conseil de l'Atlantique affirme que si Poutine refuse la paix négociée, il faudra l'y contraindre par la force. Les États-Unis participeront à cette nouvelle approche, l'administration Trump ayant évoqué la vente de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Il y a un pays qui adopte l'approche de la paix par la force face à Poutine mieux que quiconque. Le pays que Poutine croyait voir s'effondrer il y a 3 ans et demi, lors de son invasion initiale de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a ressenti les effets du refus de Poutine de déclarer la paix, le dirigeant russe ayant agité des promesses devant l'Ukraine, pour remplacer ces promesses par plus de drones, de bombes et de soldats. En 2025, l'Ukraine a intensifié ses sanctions aériennes contre la Russie, infligeant à Poutine des dégâts inattendus. Là où les négociations de paix ont échoué, l'Ukraine exerce une pression immense sur Poutine. Et comme Zelensky l'a récemment déclaré lors d'une interview avec plusieurs journalistes le 9 octobre, l'Ukraine constate des résultats. United 24 Media a rendu compte de cette interview, notant que Zelensky a évoqué plusieurs systèmes d'armes ukrainiens clés et les effets positifs qu'ils ont pour punir Poutine de son refus de faire la paix. La première de ces armes a déjà fait la une pour l'Ukraine par le passé. Paleonitia est active et frappe en plein cœur de l'armée russe. Il y a des développements positifs. Paleonitia a déjà frappé des dépôts de munitions ennemies à plusieurs reprises, a déclaré Zelensky aux journalistes. C'est un développement positif car il y avait différentes situations. Et maintenant, nous ne parlons plus de cas isolés. En d'autres termes, Paleonitia n'est plus déployé dans des cas isolés. Il est utilisé fréquemment et efficacement, ce qui suggère que l'Ukraine fabrique cette arme à grande échelle et l'utilise pour détruire des stocks de munitions. Lorsque les munitions sont détruites, avant que les forces russes ne puissent les utiliser, les défenseurs ukrainiens bénéficient d'assauts russes affaiblis, qu'ils sont plus à même de repousser. Paleonitia est en développement depuis un certain temps, mais ce n'est que depuis 1 mois environ que des détails sur les capacités de cette arme ont émergé. C'est un drone à roquettes qui a été annoncé le 24 août 2024, qui se trouve être le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Un peu plus d'1 an plus tard, la société Joint Stock Company Industrie de défense ukrainienne a dévoilé les spécifications au salon de l'armement en Pologne en septembre. Paleonitia est un drone de 320 kg, capable de transporter une charge utile de 100 kg. Cela le place un cran au-dessus de nombreux autres drones longue portée ukrainiens, comme le Lyuty.
Bien que ce drone soit impressionnant en soi, même la version améliorée ne possède qu'une ogive de 75 kg, ce qui signifie que Paleonicia peut frapper beaucoup plus fort. La portée est également en faveur du drone à roquettes ukrainien. Il peut atteindre 650 km, ce qui en fait un bon choix pour viser les bases russes proches de la frontière. C'est probablement pourquoi Zelensky mentionne l'utilisation de Paleonicia pour détruire les dépôts de munitions russes. Ces dépôts se trouvaient probablement à l'intérieur de la Russie, où Poutine espérait sans doute qu'il serait hors de portée de la plupart des armes ukrainiennes. Le Paleonicia peut frapper ces dépôts russes. C'est aussi un drone à roquettes difficile à arrêter. Le Paleonicia atteint 900 km/h en croisière, une vitesse non supersonique, mais assez rapide pour être difficile à abattre. De plus, étant un drone, il vole à une altitude bien plus basse que celle visée par la plupart des défenses aériennes russes. Le Paleonicia peut voler à seulement 15 mètres du sol, ce qui lui permet de rester à une altitude qui rend presque impossible sa détection par les radars russes. Zelensky dit que l'Ukraine utilise cette arme avec une efficacité redoutable pour punir Poutine de son refus de faire la paix. Mais le Paleonicia n'est pas la seule arme de punition contre Poutine que l'Ukraine a dans son arsenal. Il y a aussi la Ruta. Un autre développement positif était la Ruta. Notre drone missile a, pour la première fois, frappé une plateforme maritime à plus de 250 km, a déclaré Zelensky lors de son interview. Il apporte à ajouter que des drones comme le Lyuty et le point de tir ukrainien ont aussi été largement utilisés lors d'une opération impliquant 300 unités. Zelensky a poursuivi en déclarant « Nous comprenons qu'Ouzlouga et Primorsk sont désormais à portée. À mon avis, c'est un véritable succès. Les deux sites cités par le président ukrainien sont des ports russes servant au transport du pétrole en interne ou à l'étranger. Primorsk, c'est le plus grand terminal pétrolier de la Russie sur la mer Baltique, a rapporté la British Broadcasting Corporation en septembre, après une frappe ukrainienne contre le port. Le média indique que Primorsk, dernière station de l'oléoduc baltique, est un point clé pour les exportations de pétrole russe. Dans cette frappe, l'Ukraine a aussi touché le terminal d'Ouzlouga, proche de l'Estonie. Il utilise aussi la mer Baltique pour jouer un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement permettant à la Russie d'exporter et d'importer du pétrole. Ce type d'attaque nuit à l'industrie pétrolière russe, affectant ainsi l'économie du pays. Mais nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Il est intéressant de noter que Volodymyr Zelensky mentionne spécifiquement Ruta, car c'est une arme qui n'a peut-être pas attiré autant d'attention que les drones Lyuty et Paleonicia. Ruta est un drone missile, a rapporté Defense Express en décembre 2024 et c'est une arme longue portée créée par une entreprise nommée Destinus, fondée par Mikhail Kokorich. Cet homme en particulier est important car il a fui la Russie de Vladimir Poutine avant de créer son entreprise. Ce qui fait de Ruta un exemple de l'Ukraine, utilisant l'ingéniosité d'un Russe pour frapper contre Poutine. Le même média a suivi son premier rapport sur Ruta en mai, révélant que Ruta a reçu une mise à niveau avec un nouveau système de navigation pour des frappes précises. C'est peut-être cette mise à niveau qui a permis au drone de toucher directement une plateforme maritime, comme le décrit Zelensky. On ignore tout autre détail sur le drone missile. On pense que sa portée est de 300 km, ce qui équivaut à peu près aux missiles Atacom que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine. Cela fait de Ruta un bon choix pour frapper les actifs russes en mer Noire et en Crimée, ce qui est vraisemblablement l'endroit où se trouvait la plateforme maritime mentionnée par Zelensky. Aucun détail officiel sur l'ogive du drone, mais selon Defense Express, des experts estiment qu'elle pourrait avoir la taille de la Paleonicia. Des indices émergent déjà sur la façon dont l'Ukraine utilise ses sanctions volantes pour faire payer Poutine son refus de paix. Avec un seul type de drone, elle détruit les dépôts de munitions russes et affaiblit les forces de Poutine sur le front. Cela entraîne plus de pertes russes, donc plus d'argent du Kremlin pour recruter de nouveaux soldats. Les attaques de l'Ukraine contre les terminaux russes signifient que l'argent du pétrole se fait de plus en plus rare. Alors que les frappes contre les plateformes maritimes diminuent la présence et l'efficacité russe en mer Noire, la stratégie principale de l'Ukraine en 2025 a été de porter la guerre sur le territoire russe. Les propos de Zelensky ont montré que cette stratégie est parfaitement menée. Le président ukrainien a aussi confirmé une rumeur persistante. Les missiles Flamand Rose et Neptune ukrainiens sont tous deux opérationnels et ont été utilisés récemment. La semaine dernière, nous avons utilisé notre duo Neptune Flamand Rose, a déclaré Zelensky aux journalistes.
Les résultats peuvent être analysés séparément. Nous ne parlons pas d'une utilisation massive de ce duo, seulement qu'il a été utilisé, et qu'il y a des signes initiaux de succès avec cette arme. C'est une terrible nouvelle pour Poutine. Les drones ukrainiens peuvent endommager les actifs militaires et raffineries pétrolières russes. Flamand Rose et Neptune sont des perspectives très différentes. Tous deux frappement beaucoup plus fort que les drones ukrainiens, avec Flamand Rose transportant à lui seul une ogive de plus de 1130 kg. C'est 10 fois la puissance du Palenitsia, chargé dans un missile qui peut également parcourir jusqu'à 3000 km. Le Flamand Rose et ses premiers usages ont été traités dans une autre vidéo. Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi cette arme est ce que la Russie redoute le plus et que Zelensky confirme son utilisation. L'Ukraine possède aussi une nouvelle version de son missile Neptune, appelée Neptune Bouffi, tout aussi dangereuse. Il existe une vidéo à regarder pour en savoir plus sur cette arme. Ce sont 2 missiles qui ont été construits en Ukraine et par l'Ukraine, ce qui constitue un autre coup porté contre la stratégie d'évitement de la paix de Poutine. Le dirigeant russe espérait sans doute user de son influence sur Trump pour empêcher l'Ukraine d'utiliser les missiles longue portée américains contre la Russie. Il y a quelques semaines, le Wall Street Journal rapportait que les États-Unis avaient interdit à l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux en Russie, en instaurant un processus d'approbation menant à un refus. Chaque fois que l'Ukraine demandait, avec Flamingo et Neptune, l'Ukraine n'a plus besoin de demander la permission. Elle peut frapper la Russie aussi souvent qu'elle est capable de fabriquer ses nouvelles armes puissantes. Finalement, ce sont les frappes à longue portée permises par toutes les armes citées par Zelensky, et bien d'autres, ont été la vraie punition infligée à Poutine par l'Ukraine. Chaque sanction frappe et cible une partie précise de la machine de guerre russe. Et nulle part la Russie n'a ressenti toute la force de l'Ukraine prenant les choses en main, autant que dans son industrie pétrolière. L'Ukraine a dévasté le raffinage du pétrole en Russie. Les pénuries d'essence font désormais rage en Russie. Comme l'a expliqué Zelensky, l'Ukraine accomplit des choses vraiment significatives. Et nos sanctions à longue portée contre la Russie le démontrent clairement, a déclaré Zelensky. Selon nos données, la pénurie de carburant en Russie approche déjà les 20%. Ce chiffre concerne l'essence, bien que l'approvisionnement en diesel russe soit aussi touché. Il n'y a pas encore de pénurie de diesel en Russie. Cependant, Zelensky dit que la Russie est obligée de puiser dans les réserves de diesel qu'elle gardait pour les mauvais jours. La Russie ressent le chaos intérieur provoqué par cette pénurie de carburant. RBC Ukraine donne plus de détails. 5 régions russes ont dû restreindre la vente d'essence aux clients. La Crimée étant concernée, cela éclaire l'usage de Ruta, qui aurait sans doute touché une plateforme maritime proche de la péninsule. Les 4 autres régions concernées sont Tcheliabinsk, Sverdlovsk, Novosibirsk et Tyumen. Cette dernière est particulièrement notable car elle abrite une grande raffinerie de pétrole russe que l'Ukraine a visée le jour de l'anniversaire de Poutine, début octobre. La Russie pourrait prétendre que les frappes longue portée ukrainiennes sont inefficaces. Une région qui abrite une raffinerie et qui connaît une pénurie d'essence laisse penser qu'elles le sont. Dans presque tous les cas, les clients russes d'essence sont limités à seulement 30 litres d'essence par client. Cela ne suffit pas pour remplir le réservoir de la plupart des voitures modernes, rendant les longs trajets risqués pour les automobilistes russes du plus grand pays du monde. RBC Ukraine indique que 360 stations-service russes ont dû fermer en août et septembre. Cela ne représente qu'une station-service sur 50 en Russie, mais cela reste un chiffre important. Cela montre à quel point la Russie peine à approvisionner ses entreprises liées à l'essence. La Russie a quelques solutions à la pénurie de carburant, mais aucune n'est réellement avantageuse pour le pays. À court terme, la Russie a dû importer du carburant pour soutenir son marché intérieur. Cette situation met en évidence l'impact économique des frappes à longue portée de l'Ukraine. Le carburant importé coûte plus cher à la Russie que celui qu'elle produit elle-même, ce qui signifie que les drones ukrainiens obligent la Russie à payer pour le produit qui fait sa renommée. Par exemple, pour les importations, nous avons déjà des données, ils importent de Biélorussie et de Chine. Zelensky a récemment déclaré aux journalistes que les importations depuis la Biélorussie ont été multipliées par 6 et que les droits d'importation ont été supprimés. Bien que le président ukrainien ait précisé que l'information devait être vérifiée, plusieurs médias l'avaient déjà rapporté avant que Zelensky ne la partage.
L'un de ces médias est le Moscow Times, qui a affirmé le 8 octobre que les importations russes d'essence biélorusse avaient été multipliées par 4 en septembre par rapport à celles d'août. La Russie a acheté 49 000 tonnes d'essence à la Biélorussie en septembre, rapporte le média, en plus d'avoir acheté 33 000 tonnes de diesel, note le même média. Les frappes de l'Ukraine contre les raffineries russes sont probablement la raison de ces achats, ajoutant que l'Ukraine a touché environ un tiers des raffineries russes rien qu'en août et septembre. Oilprice.com a aussi signalé le 2 octobre la hausse des importations d'essence russe, ajoutant que le pays compte en acheter plus à la Chine, Singapour et Corée du Sud. Dans tous les cas, la Russie renoncera aux droits de douane de 5% qu'elle applique habituellement sur les importations de carburant, ce qui constitue un autre coup dur pour son économie. C'est donc moins d'argent pour le compte collectif russe, argent qui aurait pu financer la guerre en Ukraine. La Russie doit vraiment être désespérée si elle est prête à renoncer à ce droit de douane juste pour maintenir l'approvisionnement en essence de ses propres stations-service. Faut-il une autre preuve que les frappes à longue portée de l'Ukraine ont l'effet attendu? Regardez les exportations d'essence de la Russie. Il n'y en a pas. Ils ont une interdiction d'exporter de l'essence et des restrictions sur les exportations de diesel, a déclaré Zelensky aux journalistes. Cela doit encore être vérifié, mais nous pensons qu'ils ont perdu jusqu'à 20% de leur approvisionnement en essence directement, à cause de nos frappes. Encore une fois, plusieurs médias ont confirmé ces interdictions. Le 30 septembre, le Moscow Times a annoncé que la Russie a étendu l'interdiction des exportations d'essence jusqu'à fin 2025 concernant tous les exportateurs, y compris les producteurs. Les revendeurs n'ont pas le droit d'exporter du diesel, selon le même média. Cela signifie qu'une entreprise qui achetait auparavant du diesel dans l'intention de l'expédier à l'étranger ne peut plus le faire désormais. La Russie veut contrôler totalement ses ventes de diesel, ce qui laisse penser qu'elle anticipe un avenir où elle ne pourra plus vendre ce carburant. Les restrictions sur le diesel concernent aussi d'autres produits tripétroliers russes, comme le carburant marin. Les restrictions sur le diesel n'affectent pas durement les producteurs russes de carburant. Pas plus de 2% du diesel russe n'est vendu par des revendeurs. Donc, peut-être que ces restrictions ne devraient pas être interprétées comme un signe que la Russie est au bord d'une crise du diesel comparable à celle qu'elle connaît avec l'essence. Cependant, toute mesure prise par la Russie pour restreindre ses propres ventes de pétrole aura toujours un effet de ricochet sur l'économie du pays. L'Institut d'Oxford pour les études énergétiques l'explique. Il indique que les revenus générés par les industries pétrolières et gazières de la Russie représentent entre 30 et 50% des recettes budgétaires totales du pays pour une année donnée. En général, ces industries représentent aussi près de 20% du produit intérieur brut russe. Le génie de la punition de l'Ukraine face au refus de Poutine d'un accord de paix, c'est qu'elle retire peu à peu le seul produit russe très demandé. La plupart des répercussions touchent actuellement le marché intérieur russe. L'essence n'est plus facilement disponible, et les pénuries entraînent également une hausse des prix. Cela va faire mal aux Russes. Vivre dans un pays qui a connu un taux d'inflation de 81% en août, et où l'inflation a dépassé 10% pendant plusieurs mois, en 2025, si l'Ukraine continue de détruire davantage de pétrole russe, les interdictions d'exportation, actuellement temporaires, pourraient devenir permanentes. Cela signifie moins d'argent pour la Russie. La destruction des terminaux pétroliers aggrave les problèmes d'exportation et pourrait compliquer l'importation de carburant en Russie. Chaque frappe sur un actif militaire russe, tels les dépôts de munitions cités par Zelensky, entraîne plus de dépenses pour la guerre, alors que les réserves de liquidités de la Russie s'épuisent lentement. Poutine aurait pu éviter tout cela s'il avait simplement accepté un accord de paix, mais il a dit non, et les sanctions aériennes de l'Ukraine font payer le prix à la Russie. Maintenant, pour mieux comprendre comment l'Ukraine utilise ses armes à longue portée pour nuire à la Russie, le pays a forcé Poutine à vivre un mois entier d'enfer en septembre. En plus des sanctions européennes, les sanctions aériennes ukrainiennes affaiblissent la Russie. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre la crise de l'essence en Russie.